toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la première de la semaine. Nous sommes mardi, je suis ravie de vous retrouver. La nouvelle saison du Zoo des Sables a été lancée en février dernier lors des dernières vacances d'hiver et c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui dans la grande émission. Quelles sont les nouvelles animations du Zoo des Sables? Y a-t-il eu des naissances? À quoi ça sert un zoo? Quelle en est sa vocation? Et plus largement, les questions environnementales font-elles aujourd'hui partie intégrante de sa gestion? Ce sont toutes ces questions que nous allons poser à nos deux invités qui sont sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, je vais accueillir mon petit lémurien, j'allais dire. Le seul de l'émission, c'est Leslie, puisque Laure sera là la semaine prochaine. Je me sens seule. Mais oui, mais elle va revenir, ne pleurez pas. Comment ça va, Leslie? Ça va très bien. Donc nous, on va parler infiltration. Voilà. Vous avez des problèmes? Pas du tout. Ça ne me concerne pas moi. On parle bien d'infiltration dans une habitation. C'est en toute simplicité. Non, on en parlera hors caméra. Ça, c'est les problèmes d'infiltration pour la première partie. Voilà, des problèmes d'infiltration dans une maison, donc un cas concret que j'ai reçu à l'association UFC Que Choisir. Et un autre problème qu'on voit régulièrement malheureusement, un propriétaire qui est venu me voir parce que son locataire ne paye pas. Donc comment faire dans ces cas-là? C'est courant? C'est récurrent? Malheureusement, oui. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les propriétaires, c'est pas forcément les grosses entreprises qui ont énormément de maisons. Ouais. C'est souvent des petits retraités qui, pour se constituer une retraite un petit pécule un petit peu plus important au moment de la retraite, ont des petites maisons en location. Et quand un locataire ne paye pas, ça fait mal. Ça fait très très mal. D'accord. Et ça peut créer de gros soucis. Donc ça, on verra ça en troisième partie d'émission. Et nous avons Julien. Bonjour. Je n'allais pas dire que ça allait mieux rien non plus, mais Julien, ça va bien? Du carreau? Oui, ça va très bien. Alors, je vois qu'il y a peu de choses. Il n'y a pas grand-chose. Vous avez l'intention de faire quelque chose? Vous êtes venu parce qu'il y avait de la lumière? C'est ça. Voilà. Alors, vous allez nous faire quoi, Julien? On va faire des tagliatelles d'encornés. Ah, j'adore. Des tagliatelles d'encornés? Ouais. Ah, canon. Au wakame, et on va servir ça avec du bouillon de bœuf. C'est quoi le wakame? Le wakame, c'est une algue. Voilà. D'accord. Qu'on trouve chez nous? Non. Un peu plus loin. Vous aimez bien les trucs un peu exotiques? Ouais, j'aime bien. D'accord. Zoo des Sables, c'est peut-être un lien aussi avec nos invités. Julien, je vous laisse travailler? J'y vais. D'accord, très bien. On verra ça tout à l'heure. On verra le début de la recette tout à l'heure avec vous. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission, pour débuter cette semaine, Sandrine Silol. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe du Zoo des Sables, situé au Sable d'Olonne, évidemment, puisque ça s'appelle le Zoo des Sables. Et à côté de vous, il y a Nadège Sanzillon. Vous êtes la responsable pédagogique. C'est ça, bonjour. Bonjour Nadège. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Alors, l'idée, c'était de faire un petit point sur le zoo, parce qu'il vient d'ouvrir. Enfin, ça fait quelques semaines qu'il est ouvert. Juste pour se remettre un petit peu dans le bas, Sandrine, depuis quand existe le Zoo des Sables? Depuis très longtemps. C'est une institution. Il a été racheté en 65 à des gens du voyage. Ah oui. Et depuis, la famille Gay n'a cessé de l'améliorer. Voilà. Donc c'est depuis 65 que le Zoo des Sables en tant que zoo existe. D'accord. La famille Gay, alors je le rappelle, c'est le Zoo des Sables et Zoo de Douai aussi, de Douai-la-Fontaine. Alors, le Zoo des Sables renferme, entre guillemets, c'est pas très beau comme mot, mais combien d'espèces d'animaux? Alors, nous avons plus de 300 animaux et 55 espèces. D'accord. Et alors, comme type d'espèce, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On va pas faire la liste entière, Nadège, par exemple, mais qu'est-ce qu'on peut y trouver au Zoo des Sables? On va y trouver des espèces que la plupart des gens attendent, je pense, dans un parc zoologique. Bien sûr, les lions, les girafes. Après, il y a des espèces qui sont quand même encore assez méconnues du grand public, comme les tapirs, les loups à crinière, les pandarous, même si on en parle de plus en plus. Les pandarous, oui. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du panda géant, mais je pense que son cousin, on en parle un petit peu moins, mais il est assez méconnu. Puis il y a des espèces aussi qui sont alors vraiment totalement inconnues et tellement extraordinaires qu'on n'en parle jamais. Là, on a reçu dernièrement le kouendou, c'est un porc-épic arboricole. Il y a le petit tatou d'Amérique du Sud aussi. Il y a vraiment des espèces qui méritent d'être connues et puis qui sont justement en plus nocturnes. Donc, c'est vrai que ça intrigue un peu. Voilà, ça intrigue. Est-ce que justement les espèces traditionnelles, comme par exemple voir un lion, une girafe ou un hippopotame, par exemple, dans un zoo, ça, c'est aussi
ça permet de faire connaître d'autres espèces que vous disiez. C'est-à-dire que ce sont des éléments capteurs pour voir d'autres espèces. Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par des espèces très particulières dans le zoo des Sables? Sandrine. En règle générale, les visiteurs viennent pour voir les Big Five. Ils viennent, souvent, c'est le lion, la girafe, mais aussi le rhinocéros, l'hippopotame, l'ours. D'accord, c'est les 5 grands en parc zoologique, animaux. Oui. Et du coup, ils passent à côté de certaines espèces qui sont vraiment très intéressantes et très, très curieuses. Ouais. Nadège en a cité quelques-unes, comme le cohendou, le tatou, ou le loup à crinière qui ressemble à tout et qui n'est que, qui ne ressemble qu'à lui-même en fait. Ouais. Il y a le fourmilier également, qui sont des espèces très très curieuses. D'accord. Voilà. D'accord. À quoi sert la saison hivernale? Quand vous fermez, là vous venez de rouvrir, mais quand l'hiver, qu'est-ce qui se passe dans un zoo? Oh là là. Vous fermez pas les portes, vous dites à l'année prochaine. Énormément de travail. C'est-à-dire je pense même qu'en hiver, on travaille beaucoup plus. Que lorsque les portes sont ouvertes. Que la saison printanière. Pourquoi? Parce que on en profite pour faire les gros travaux durant l'hiver. Et cette année, nous avons fait de très très gros travaux, des travaux de sécurité. Par exemple, on a refait un pont qui relie les deux parties du zoo pour la sécurité, mais aussi on a créé de nouveaux enclos. Un enclos pour des mangoustes. Des mangoustes et des autotions. Qui sont arrivés, alors les mangoustes arrivent cette semaine. Des mangoustes naines, c'est ça? C'est ça. Je savais même pas que ça existait, des mangoustes naines. C'est des petites mangoustes alors? Toutes petites. Toutes petites. Donc là, vous avez créé un enclos spécifique pour les mangoustes. D'accord. En fait, c'est un enclos qui est rattaché à l'enclos des lions. L'enclos des lions a été augmenté parce que nous avons beaucoup travaillé sur l'amélioration du bien-être des animaux. D'accord. Donc l'enclos des lions a été pratiquement doublé. Et sur l'avant de l'enclos des lions, nous avons mis des mangoustes naines avec un enclos pour mangoustes naines et autotions, qui sont des espèces qui vivent dans le même milieu que les lions. D'accord. Au total, pour se donner une idée, le zoo des Sables, au niveau de la superficie du zoo, Nadège, c'est combien? C'est 2 hectares. D'accord. Et pratiquement en plein les sables. Oui, c'est ça. C'est ça aussi, c'est carrément immergé dans la ville. Un petit îlot de verdure en plein milieu de la ville. Ouais. Vous avez l'idée de continuer à grignoter un petit peu aussi? Il vous faut encore plus d'espace? Vous avez la possibilité On n'a pas la possibilité d'augmenter l'espace. Pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité. Donc vous trouvez des solutions pour pouvoir améliorer... L'idée, c'est d'améliorer l'intérieur, oui. D'accord. Et pas de s'étendre parce qu'on ne peut pas. C'est ça. Est-ce qu'on gère un zoo comme on gère un parc à thème ou un parc... j'allais dire un parc à thème. Un parc de loisirs, vous voulez dire? Non, pas du tout. Du tout. L'essence même d'un zoo, si un zoo existe, c'est parce qu'il est l'ambassadeur des espèces menacées. Donc on n'est pas du tout... pas uniquement dans le ludique, nous sommes également dans la conservation et c'est une grosse partie du travail que l'on fait en parc zoologique. On en parlera justement de le fait de sensibiliser les populations notamment à l'écologie, on en parlera aussi. Mais donc c'est pas du tout la même chose parce qu'évidemment il y a une notion touristique, on est d'accord. Tout à fait. Il y a le principal public d'un zoo, c'est quoi? C'est le touriste. C'est familial. Oui, c'est familial, donc ça peut être le public local, bien entendu, même très qui suit régulièrement, qui reviennent, qui sont fans et puis qui sont même, c'est pas vraiment fans, je dirais plus, c'est nos amis en fait, c'est des gens qui font partie de cette famille-là aussi, puisqu'ils suivent les animaux, ils les connaissent, et puis après il y a le public touristique en fait. Donc il y a vraiment les gens qui localement vont venir au zoo parce que c'est leurs voisins, c'est le jardin qui est à côté de chez eux et du coup on fait partie de leur environnement proche. Et puis après il y a le touriste qui va venir en vacances au Sables d'Olonne et qui va venir visiter le zoo pendant ses vacances. Sandrine disait que c'était principalement un public familial. Oui.
Ouais, Oui. c'est les familles avec les oui. grands-parents, les petits-enfants, Oui. les parents et les enfants aussi. Oui. C'est principalement ça. Oui. Vous accueillez des groupes aussi? Oui. Beaucoup? On accueille des groupes d'enfants, que ce soit les colonies de vacances, que ce soit les centres de loisirs en local, bien sûr les groupes scolaires, quelques groupes d'adultes ou quelques groupes de personnes âgées aussi. Donc c'est vrai que les groupes prennent leur place, surtout j'ai envie de dire en termes d'enfants, Oui, bien sûr. plus que d'adultes, encore une fois. Un public familial, il y a les enfants. C'est les enfants qui sont les meilleurs ambassadeurs du zoo, non? On va reparler, mais c'est eux. Ouais. Ah oui, Qui font venir les bien parents. sûr, ouais. On est d'accord. Ouais. Pourquoi? Mais quoique, c'est vrai que quand on Nadège. voit, c'est souvent le moteur qui fait venir les gens au zoo, les enfants. Mais on C'est voit l'excuse. aussi pas mal d'émerveillement dans les yeux Bien sûr. des adultes. Hein. C'est peut-être juste le. Ah, mais moi, mes enfants, c'est une excuse. Exactement. Ah, moi, c'est une excuse. Ah, mais non, mais il faut aller voir le zoo pour les C'est enfants. comme quand on achète des Playmobil, ça, c'est des Mais excuses. je pense que non, mais il y a encore beaucoup d'adultes qui sont restés de Émerveillés. grands enfants et du coup, je pense que l'émerveillement, il est pas que dans les yeux des enfants. Je pense. On va en parler d'ailleurs du capital sympathie des zoos, parce que ça ne désemplit pas. On va en parler d'ici quelques instants. Mais d'abord, on va faire un point sur la recette de Julien. Alors, Julien. Oula! Mon Dieu, que c'est dangereux. Alors, on en est où? Donc là, en fait, je suis en train de... Qu'est-ce qu'il y a dans cette casserole? Alors là, j'ai le bouillon de bœuf et un petit peu de carottes que j'ai coupé en petits cubes. Là, le bouillon de bœuf, vous l'avez fait à l'avance? Ouais, je l'ai fait à l'avance. En fait, j'ai fait cuire de style de l'ajout de bœuf D'accord, et on récupère le bouillon d'accord. pour pouvoir cuire nos légumes. Et c'est ce bouillon qui va nous servir aussi un petit peu de sauce avec les tagliatelles d'encornet. D'accord, En fait, on va faire comme une petite soupe ouais, d'accord. avec les tagliatelles d'encornet, un petit peu de garniture, donc les légumes qui vont être cuits dans le bouillon. Donc, dans les légumes, vous mettez carottes. Là, j'ai mis carottes, céleri et puis pois mange-tout. Pois mange-tout, gourmand. Ah oui, et d'accord. petits pois gourmands. Ah, c'est adorable parce que mange tout. Mais c'est des légumes de saison? Oui, là, de toute façon, carottes, céleri, on est de saison. Après, les pois mange-tout, c'est des produits qu'on trouve quand même toute l'année. D'accord. Voilà. Et c'est des légumes qui sont plutôt croquants. Donc là, ouais, je les cuis, mais je les garde croquants un petit peu pour que ça fasse un petit peu de garniture, que ça fasse pas trop soupe avec Ouais. légumes trop cuits, en fait. D'accord, pas Voilà. trop mou quoi. Voilà. D'accord. Et ensuite, donc, les encornets, on va les tailler en fines lamelles. Tagliatelle. En tagliatelle, voilà. Et on va juste les réchauffer dans le bouillon, en fait. Les cuire dans le bouillon. Et les encornets, c'est de saison ou pas? Ça, c'est un produit qu'on pêche, là, de décembre à mars, là. D'accord. Voilà. Donc c'est un produit qu'on peut trouver sur les étals des marchés. Ça, c'est pêché un peu sur la côte atlantique, la Manche et la Méditerranée aussi. Ça coûte cher ou pas? Non, ça coûte pas grand-chose. C'est-à-dire? Ça coûte dans les 5 € le kilo. Ah oui, donc c'est pas un plat très cher. Non, hein. non. D'accord. Et pourquoi vous les coupez en tagliatelle? Bah, pour apporter un petit peu Si j'avais d'originalité, envie, tu vois. je savais pas quoi faire. Non, mais ça change un petit peu, voilà. D'accord. On a l'habitude de manger les encornets en sauce, souvent. Ouais, d'accord. Donc là, c'est une manière de les manger différemment. Le plat, il sera chaud ou il sera froid Ouais, au chaud. final? Chaud. Et c'est plutôt une entrée ou un C'est plat? plutôt une entrée, oui. D'accord, ok. Les encornets, vous nous direz tout à l'heure comment vous les cuisez. Pardon. Parce que il faut pas que ce soit caoutchouteux, quoi. Mais c'est le risque, On verra ouais, ça tout souvent. à l'heure. Ouais, on D'accord. verra après. Je vous laisse tailler. Très bien. Hein, merci Julien. Merci. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler du zoo des sables. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au Zoo des Sables, où nous sommes en compagnie de Sandrine Silol, la directrice adjointe du Zoo des Sables, et de Nadège Sanzillon, la responsable pédagogique du Zoo des Sables. Nous sommes en compagnie de Leslie aussi, qui va parler d'infiltration dans quelques minutes. C'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. Et de Julien, qui est en train de nous préparer des tagliatelles d'encornet. C'est ça. Voilà, si j'ai bien tout suivi. Nadège, on n'a pas dit combien de personnes travaillaient au Zoo des Sables? Eh ben, on est une petite dizaine, en fait. On est une dizaine dans le parc, parce qu'il D'accord. faut rajouter le personnel de l'accueil. Donc, En plus. mais c'est assez peu quand même, je trouve. Enfin, moi, je trouve Bah, que c'est une, Je pense que les journées sont bien remplies. Les journées sont très bien remplies, ça, il n'y a Ouais. pas de souci. C'est ça, ouais. Ça, pour le travail ne manque pas. Mais c'est vrai que c'est une petite équipe, en C'est une fait, petite pour équipe, le ouais. parc, hein, même si, encore une fois, ça ne paraît pas très grand en termes de surface. Le travail est énorme, les faire, animaux oui. sont Pas, ouais, là. bien sûr. Et puis, il y a
il n'y a pas que les animaux, il y a tout le travail aussi, après, en ce qui me concerne de pédagogie. On va en parler justement, mais donc il y a les personnes qui sont à l'accueil, il y a des soigneurs, je suppose, on appelle ça des soigneurs, qui s'occupent des animaux et qui ont leur spécificité. Chacun est responsable d'un secteur, oui. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas un lion comme on soigne une girafe. Tout à fait. C'est ça? Non, mais moi, je n'y connais rien, mais je suppose qu'il y a des spécificités. Chacun a sa particularité, enfin, chaque animal a sa particularité. Tout à fait, oui. D'accord, donc il y a des spécificités pour chacun. Et Nadège, vous êtes responsable pédagogique. C'est ça. Donc, ça sert à quoi, un responsable pédagogique? Ça sert à quoi? Ça sert à faire de la pédagogie. Ouais. Alors, de la pédagogie... Alors moi, je pense tout de suite aux enfants, mais pas forcément. Non, pas forcément. La pédagogie, c'est ce qui concerne bien sûr les enfants, mais le grand public en général. Donc tous les visiteurs, quels qu'ils soient en groupe, en individuel, peu importe. La pédagogie, elle est globale. Et c'est vrai que ça fait maintenant vraiment très longtemps qu'on travaille sur cette mission très très importante du parc, parce que les zoos, il y a bien sûr une mission de conservation, mais la mission de sensibilisation, elle est au même plan. La transmission de connaissances sur la biodiversité, c'est une chose, mais nous, notre but, c'est vraiment d'aller au-delà de cette transmission. Les gens viennent aux zoos, c'est sûr, pour observer des animaux, pour apprendre des choses sur les animaux. Ça paraît évident. Il y a un côté très ludique à la base. Voilà, bien sûr, et on est là pour remplir cette mission-là, pour apprendre des choses sur les animaux. Mais au-delà de ça, le lien qui manquait pour vraiment sensibiliser, c'est que les gens puissent directement se sentir acteurs. Et pour qu'ils se sentent acteurs dans leur vie quotidienne par rapport à la disparition des espèces, qui est maintenant malheureusement avérée. On en parle tous les jours. Voilà, on en parle tous les jours. Et du coup, des gens sont peut-être un petit peu perdus souvent. Ils ne savent plus trop à quel sens se vouer. Et du coup, nous, on est là pour lier une espèce à un environnement, aux menaces qui font que cet environnement est dégradé, que cette espèce disparaît. Et du coup, en leur disant, voilà, par des gestes, par des éco-gestes, par de l'éco-responsabilité, vous pouvez vous aussi agir. Quand vous dites qu'ils sont acteurs, ça veut dire qu'ils sont acteurs dans leur vie de tous les jours, ou ils peuvent être aussi acteurs au sein même du zoo? Le but, c'est d'être acteur dans sa vie au quotidien. Par exemple, concrètement concrètement, si je prends par exemple le loup à crinière, on fait directement le lien avec l'agriculture intensive et l'élevage intensif qui sont responsables d'une grande majorité des conversions des environnements au Brésil, en Argentine. Et donc, forcément, notre vie au quotidien, c'est quoi? C'est les fruits et les légumes de saison, c'est la consommation en fait sur l'alimentation, une consommation durable. On ne mange pas des raisins en mois de février. Exactement, les tomates au mois de décembre, c'est notre consommation de viande aussi, parce qu'on parle beaucoup du soja au Brésil, et du coup, il y a une grande partie du soja qui arrive en France qui est vouée à nourrir notre bétail à nous. Donc, on parle de notre consommation de viande, parce que culturellement parlant, on est habitué à manger beaucoup, beaucoup de viande. Donc, c'est vrai qu'on se base sur des choses qui sont très scientifiques, en disant aux gens, voilà, nous sommes scientifiques, on est là pour donner un discours scientifique, donc on se base sur des références. D'ailleurs, on peut tout à fait les donner aux gens. C'est important qu'ils nous fassent confiance, en fait, là-dessus. Sandrine, le retour que vous avez, quand, par exemple, Nadège fait cette sensibilisation, est-ce que vous sentez aussi que le public est de plus en plus sensibilisé à ce genre de questions? Comment? Il y a quelques années, nous avons organisé des journées Sauvons notre terre. Et cela fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années maintenant. Ouais. Et nous avions senti, on faisait faire aux visiteurs le test de leur empreinte écologique. De leur empreinte écologiste. Et on a réellement senti que les visiteurs faisaient l'autruche. Ils n'avaient pas envie d'entendre ça. Maintenant, 10 ans après, on sent une réelle sensibilisation. Les gens maintenant ont compris que nous sommes en voie pour des changements climatiques, qu'il faut faire quelque chose, et donc sont beaucoup plus réceptifs au discours. Ça veut dire que la mission d'un zoo, la vocation d'un zoo a aussi changé? C'est-à-dire qu'elle évolue? Pas vraiment. En fait, elle a changé il y a une quinzaine d'années.
dans la loi, il est écrit qu'un parc zoologique doit faire de la sensibilisation au statut des espèces. Et donc, ça s'est passé il y a une quinzaine d'années. Maintenant, il n'y a plus d'évolution. Maintenant, certains parcs zoologiques en France et dans le monde, rares d'ailleurs, des rares parcs zoologiques, vont plus loin encore et essaient de faire de leur discours une réalité. C'est-à-dire que, et je prends l'exemple du Zoo des Sables. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là ? Exactement. Ouais. Nous parlons de la conservation des espèces et le facteur commun de la disparition des espèces, c'est la dégradation de l'environnement. D'accord. Et nous sommes posé la question, bon, effectivement, il y a dégradation de l'environnement pour les espèces exotiques dans des pays lointains. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, lorsque notre activité a un impact sur l'environnement ? Donc, l'idée a été de travailler sur nous-mêmes pour que nous limitions le plus possible notre impact négatif sur l'environnement et peut-être même avoir un impact positif sur cet environnement. Donc maintenant, nous sommes certifiés ISO 14001 depuis 4 ans maintenant. Et donc cette certification d'ISO 14001, concrètement, elle sert à quoi ? C'est-à-dire que je viens aux Zoo des Sables, je ne suis pas sûre que je comprenne vraiment ce que ça veut dire. Non, mais au moins il y a une crédibilité. Il y a une sorte de label de certification. Tout à fait. Peut-être que pour le visiteur, ça ne parle pas, mais nous savons que c'est crédible. C'est ça. C'est une reconnaissance finalement. C'est pour par rapport à votre travail que vous l'obtenez, ou alors c'est quelque chose que vous obtenez, vous travaillez pour obtenir. On travaille très dur pour vous avez obtenir une sorte de charte à c'est suivre, un énorme travail mis en place. Oui, on continue. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relâche. Et à s'améliorer progressivement. Progressivement, oui. D'accord. Ok. On va reparler justement de cette mission des zoos, mais d'abord, on va faire un petit point infiltration dans le garage de Leslie. Je suis très inquiète. Oui, non, mais c'est un cas que vous avez trouvé à l'UFC Que Choisir. Une adhérente qui est venue nous voir pour nous dire qu'elle avait des fuites. Non, c'est vous qui l'avez dit. Dans le garage. J'essaie depuis tout à l'heure de ne pas le dire. Et voilà, dans son garage. Des infiltrations dans le garage de son habitation. Donc, elle m'explique que la maison est construite depuis 2010, mais qu'elle en est propriétaire depuis 2012. Donc, c'est important parce qu'elle n'était pas maître de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'elle c'est pas elle qui a fait construire la maison. Elle l'a achetée, la maison était déjà construite. D'accord. La maison a moins de 10 ans. Okay. Elle a été construite en 2010. Donc, elle me dit, ça provient de l'habitation de mon voisin. Parce qu'effectivement... C'est mitoyen ? Oui, c'est ça. Il y a un mur commun. Je vais terminer ma phrase, si vous avez le pignon de sa maison qui est ici, donc son garage est ici, et le toit de son voisin vient comme ça. D'accord. Donc voilà, donc les fuites, l'eau stagne à cet endroit-là. Ça viendrait donc, pour elle ça vient de son voisin. Ça vient du voisin, donc attaquer le constructeur du voisin. Je lui dis, non madame, je suis désolée, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a aucun lien contractuel entre vous et le constructeur du voisin. Donc, si effectivement les infiltrations proviennent de la maison du voisin, on attaque le voisin, mais pas son constructeur. Et pas le constructeur. Voilà. Donc déjà, je lui dis qu'il faut être sûr que ça ne provient pas de son habitation. Elle me dit qu'elle a déjà essayé de contacter le maçon, qui a dit non, ça ne provient pas de mes travaux, forcément. Mais il faut quand même s'en assurer. D'accord. Donc, étant donné qu'on est sur une habitation qui a moins de 10 ans, je lui pose la question de savoir si elle a une dommage-ouvrage, une assurance dommage-ouvrage qui est vraiment sur la maison. C'est-à-dire que si vous achetez une maison qui a moins de 10 ans, s'il y a une assurance dommage-ouvrage, vous êtes le bénéficiaire de cette assurance. Vous avez le droit de solliciter directement l'assurance. Donc, s'il y a une assurance dommage-ouvrage, on fait un courrier recommandé avec accusé de réception à la dommage-ouvrage qui mandatera un expert. D'accord. La particularité de cette assurance, c'est qu'elle a 60 jours, d'accord, ni plus ni moins, pour vous répondre, pour vous dire oui, je prends en charge, non, je prends pas en charge. Et là, elle a pris en charge ou pas ?
Alors, on n'y est pas encore. D'accord, pardon. Là, c'est arrivé tout Non, dernièrement. c'est comme un feuilleton. On n'est pas au bout du dossier, là. On en est aux prémices. Ah oui, vous êtes en plein dedans. Là, voilà, le problème n'est pas réglé. Ah mais non. Ah d'accord. Pas encore. Ok. Non. Là, on donne les pistes. Ok. On fait aussi un courrier recommandé au constructeur, s'il y a constructeur, pour l'informer des désordres. Parce que peut-être que ça ne concerne pas la dommage ouvrage, mais ça peut concerner le constructeur. D'accord. Alors, l'avantage de la dommage ouvrage, c'est qu'elle intervient, peu importe le responsable. S'il y a une dommage ouvrage, que ce soit un problème au niveau du maçon, du couvreur, du plombier, de l'électricien, la dommage ouvrage, elle peut intervenir. Dès que ça compromet la solidité de l'habitation, mais dès qu'il y a de l'eau, ça compromet la solidité de l'habitation, elle intervient. Donc, elle vous règle les réparations, elle se retourne contre le responsable. Ok. Donc là, je lui ai posé la question de savoir si on était sur un contrat de maison individuelle, une construction maison individuelle, donc un constructeur. Donc grosso modo, vous payez tout à la même personne, le constructeur, ou alors si vous étiez sur un contrat d'entreprise, et dans ces cas-là, vous payez le maçon, vous payez le plombier. Voilà. Forcément, si vous êtes sur des contrats d'entreprise, c'est plus difficile parce que vous devez faire un courrier recommandé à chaque probable responsable. Donc là, en l'occurrence, ce serait maçon ou couvreur. Donc là, ça impliquerait un recommandé à 2 artisans, finalement. Ok. Je lui indique aussi que si c'est une maison de moins de 10 ans, dans l'acte authentique, c'est forcément indiqué la dommage ouvrage, ou alors si elle a fait appel à un constructeur, moins ou alors si ans, on était... Oui, forcément. Si c'est moins de 10 ans, il faut que ce soit noté dans l'acte authentique. Donc là, il fallait que la dame aille vérifier dans son acte authentique pour voir si on était plus sur un contrat d'entreprise et où il fallait intervenir contre chaque artisan. Voilà, le couvreur et le maçon, là en l'occurrence. Ou alors s'il y avait une dommage ouvrage, et dans ces cas-là, il y avait juste un courrier à la dommage ouvrage, ou alors s'il fallait contacter le constructeur. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, je lui ai dit qu'à l'issue de toutes ces démarches, si le problème provient effectivement de l'habitation du voisin et pas la sienne, on attaquait le voisin et pas le constructeur. Donc là, on en est au tout début du dossier. C'est ce que j'ai dit à la dame. Je lui ai dit, c'est pas fini, on va se revoir. D'accord. Mais là, on est bien sur du moins de 10 ans. Oui, on est sur une habitation de moins de 10 ans. Si l'habitation a plus de 10 ans, concrètement, il n'y a plus rien à faire puisque la garantie décennale, elle est terminée. Donc, au niveau des responsabilités, il n'y a pas plus rien à faire. Vous pouvez faire des réparations. Raser la maison en faire un parking. Quand même pas. D'accord, ok. Non, mais c'est au niveau des responsabilités, on n'en a plus. Donc, les réparations, elles sont à votre charge. Alors que là, moins de 10 ans, on peut se retourner contre quelqu'un. Enfin, en tout cas, ça vaut le coup de vérifier. Ok. Et ça, c'est quand on a des problèmes de fuite. Ok. Après, on verra un propre. Je peux pas résoudre tous les problèmes de fuite, Adèle. Mais non, on vous a pas demandé ça, Alexis. On verra le défaut de paiement d'un locataire. Oui. D'accord. Oui. On fait un point cuisine. Oh, il est au taquet, je veux dire. Alors, l'encorné, je le vois. Voilà. Alors, l'encorné. Donc là, en qui a été déjà coupé. Non, cuit, pardon. Déjà cuit. Ah oui. Alors, la question de savoir comment on cuit un encorné pour pas que ça devienne du caoutchouc. Moi, en fait, il ne faut pas les agresser, il ne faut pas les cuire à une forte température. Il ne faut pas agresser l'encorné. Voilà. C'est pas mal, ça. J'adore. Vous devriez dire que c'est ça qu'on fait de la cuisine au carreau. Il ne faut pas agresser l'encorné. C'est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je l'ai cuit à 60 degrés. D'accord. Pendant assez longtemps. Combien de temps ? Une demi-heure, là. Vaut mieux faire cuire sur la longueur pas très fort que de les agresser, les attaquer tout de suite. Ouais, parce que ça va les raidir un peu, en fait. Ils vont devenir fermes si on les agresse. D'accord. Si on les cuit à une forte température, voilà. Ok. Donc là, en fait, je les ai mis à plat et donc je vais les tailler en fines lamelles et ça va rappeler un peu visuellement le côté tagliatelle. D'accord, ok. Voilà. Et ensuite, donc, je vais les réchauffer dans le bouillon. Dans le bouillon de base que vous avez fait tout à l'heure. Mais c'est pareil, à faible température. Si je les fais bouillir, par exemple, ils vont se rétracter et ça va pas être intéressant. Ça risque de devenir un petit peu caoutchouteux. Ouais. C'est ça le problème avec l'encorné. C'est ça. Voilà. Bon, hein. Donc là, après, j'ai préparé le petit mélange de légumes qui a été partiellement cuit, que j'ai mélangé. Et ensuite, dans l'assiette, on va donc mettre les encornés, le petit mélange de légumes, un petit peu de le wakame. La fameuse algue. Voilà. On va rajouter un petit peu d'huile de sésame, un petit peu de sésame aussi grillé. Oui. Et voilà, donc ça va faire... Les sésames grillés, vous les achetez tout fait ou vous les grillez à la poêle ? On peut les griller à la poêle ou au four, mais ça se trouve aussi comme ça. D'accord. Et l'algue, elle est cuite ou elle est... Oui, c'est cuit, ça. Elle est vivante. Elle bouge. Elle est cuite, juste dans de l'eau... Ça, c'est des produits qu'on peut trouver dans les épiceries un peu asiatiques. Donc, on peut les trouver comme ça, on peut les trouver en déshydraté, donc voilà. D'accord, avec un peu différents... Ok. Merci Julien, je vous laisse terminer. J'y vais.
C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause. Troisième et dernière partie de cette émission consacrée au Zoo des Sables, et nous sommes en compagnie de Sandrine Silol, la directrice adjointe du Zoo des Sables, et de Nadège Sanzillon, la responsable pédagogique. On a fait un point justement sur la pédagogie en deuxième partie. Leslie va nous parler de défauts de paiement, notamment au niveau du locataire, d'ici quelques instants, et on va goûter la cuisine de Julien qui est en train de nous préparer des tagliatelles d'encornet. Vous coupez pas les doigts, Julien. Non. En plus, il fait ça sans regarder. On va voir ça, on va voir si c'est bon tout à l'heure, parce que c'est peut-être pas bon. Donc on verra bien tout à l'heure. Alors, Sandrine et Nadège, la pédagogie du Zoo des Sables, ça passe aussi par des animations. Parce qu'il n'y a pas que des visites d'animaux, il y a des animations. Oui, c'est vrai qu'il y a toutes nos animations quotidiennes. Vous pouvez voir sur le site internet. Exactement, on peut aller voir ça sur le site internet. Et après, c'est vrai que cette année, on a décidé, même si c'est notre habitude, de faire des journées thématiques chaque année sur des thématiques environnementales ou des protections d'espèces. Cette année, on a décidé de partir sur des journées un petit peu d'un nouveau genre, qui allie l'utile et l'agréable aussi, comme d'habitude, mais un petit peu plus poussé. Alors, on a commencé avec les fêtes de carnaval. Là, ça s'est passé, voilà, le carnaval des animaux. On a fait ça, donc, du coup, le 14 et puis le 28 février. Et puis là, la prochaine en date, c'est pour Pâques. En fait, c'est le dimanche et le lundi de Pâques. Donc, ça sera le 27 et puis le 28 mars. Donc, ça sera la parade des œufs de Pâques. Donc, pas mal d'animations. Vous avez caché des œufs de Pâques dans l'enclos des lions. Mais il y aura une chasse aux œufs, d'ailleurs, avec un œuf à trouver avec quelque chose de particulier à l'intérieur. Il n'y aura pas que du chocolat. Donc, c'est vrai qu'il y aura une chasse. Oui, il y aura une chasse aux œufs. Mais pas mal d'animations aussi sur les éclosions, en fait. Mais bien sûr. D'œufs. Donc, on va parler du développement des œufs. Après, il y aura 2 nouvelles fêtes en avril, en juillet, en août. Là, on va plutôt aller sur la biodiversité locale. On parlait de ce que l'on pouvait faire à notre porte aussi, protéger notre biodiversité. Donc, ça sera des créatures extraordinaires dans nos jardins, parce que je pense aussi qu'on oublie de regarder simplement, juste de voir ce qu'il y a dans nos jardins. Donc on va faire ces journées-là. La première au mois d'avril, ça sera le 27, le mercredi 27 avril. D'accord. Et puis après, on renouvellera ça au mois de juillet et au mois d'août. Pareil, toutes les informations sont sur le site internet. Mais c'est vrai que j'en profite aussi pour faire un petit appel aux écoles et aux centres de loisirs de Vendée, parce qu'à l'occasion de ces journées-là, on lance un concours en fait d'art graphique sur du châtaignier que nous fournissons en fait aux écoles, et à eux en fait de nous représenter notre biodiversité locale, les petites bêtes de nos jardins. Donc voilà, pour ceux qui veulent participer. D'où le fait d'être acteur. D'où le fait d'être acteur, exactement. Et c'est aussi la manière de tous se regrouper, les écoles, les centres de loisirs, les enfants, le grand public lors de ces journées autour d'une même thématique. Leslie, vous aviez une question concernant les émissions. Voilà, puisqu'on a l'émission La saison aux zoos. Est-ce que sur France 4. Voilà, sur France 4. Est-ce que vous trouvez que vous avez peut-être plus de visites, ou alors qu'est-ce que ça a changé concrètement Est-ce qu'il y a des gens qui viennent au Zoo des Sables en disant je viens parce que j'ai vu l'émission. Alors c'est le Zoo de la Flèche. Oui, c'est le Zoo de la Flèche. Mais est-ce que les gens vivent? Ça arrive. Ah oui, donc c'est quand même comme les émissions de cuisine. Mais par contre, on n'a pas vu de changement par rapport au nombre d'entrées. Ça, non. On n'est pas impacté à ce niveau-là, je ne pense pas. Par contre, au niveau, et on en parlait tout à l'heure, au niveau de la façon dont on aborde les zoos, je pense que la mentalité a changé. C'est-à-dire ? Je pense que du coup, peut-être que grâce à l'émission de télévision, il y a quelque chose d'un petit peu moins restrictif, c'est-à-dire que on parle quand même un petit peu de conservation. Donc du coup, notre vocation qui était là dès le départ, elle est un petit peu plus médiatisée. Donc il y a ça. Et puis après, même si les enfants... Enfin, l'émission est très scénarisée aussi. Mais bien sûr, l'émission est scénarisée, c'est-à-dire que forcément, le montage fait que le public ne peut pas voir la réalité du métier. C'est évident, mais ça, c'est évident, mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que du coup, là où les enfants sont intéressés, oui, le métier de soigneur, c'est fabuleux, mais il l'était avant. Mais c'est vrai qu'avec l'émission télé, forcément, les enfants sont encore plus demandeurs, j'ai l'impression.
Et du coup, ça nous permet à nous, lors de nos animations, de recentrer un petit peu les choses, de répondre aux questions et peut-être simplement de dire oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le métier, c'est-à-dire que pas qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, la dureté du métier aussi, même si c'est un métier fantastique et fabuleux. Il y a beaucoup plus que ce que l'on peut voir. D'accord. À la télévision. Sandrine, je m'adresse à la coordinatrice et même la spécialiste de certaines espèces que vous êtes. Est-ce qu'il y a certaines espèces qui existent dans le zoo des Sables et dans d'autres zoos qui n'existent plus en liberté? Oui, bien sûr. C'est-à-dire quelle espèce, par exemple? Par exemple, le lion de l'Atlas, que nous présentons au Zoo des Sables et qui a disparu au début du siècle dans la nature. Il y en avait au Maroc et il n'y en a plus maintenant. Et ça n'existe réellement plus. Donc est-ce que le zoo sert aussi à ça, même si c'est en captivité, c'est de montrer qu'il existait des... L'objet de la présentation de cette espèce, c'est plus de sensibiliser le public à la disparition. C'est ça. La main de l'homme a fait que cette espèce a disparu. Voilà. C'est l'intérêt de la présentation de cette espèce. On va y revenir à ça, sur justement la notion d'espèces en captivité et aussi en liberté. On va y revenir à la fin de cette émission. Mais d'abord, Leslie, on revient sur votre chronique avec un propriétaire qui parle de défaut de paiement. Oui, voilà, malheureusement, on en a de plus en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le propriétaire, donc le conseil, ça a été, on commence toujours par un courrier recommandé au locataire pour lui dire voilà, vous ne m'avez pas payé tel mois, donc j'attends votre règlement. On vérifie toujours s'il y a une assurance loyer impayée, une assurance que vous pouvez souscrire, une caution. Vous savez, la personne qui se porte garante pour le locataire. Donc là, vous êtes en droit de solliciter la caution à partir du moment où il y a un loyer qui est impayé. Et dans tous les cas, il faut réaliser un commandement de payer rapidement. Commandement de payer, vous allez voir un huissier et vous lui demandez de réaliser un commandement de payer. C'est important parce que le commandement de payer n'a de conséquences légales que s'il reste impayé pendant 2 mois. Les délais sont très très longs. C'est pour ça que je conseille aux propriétaires vraiment de ne pas traîner. Quand vous avez un loyer impayé, vous allez de suite voir un huissier. Pas le premier mois? Ah si. Dès le premier mois? Ah, dès le premier mois. Dès le lendemain? Oui. Enfin, non, mais vous envoyez votre courrier recommandé au locataire. Si vous êtes payé le 5 normalement, dès le 5 du mois suivant, si ce n'est pas payé, dès la fin du mois, si ce n'est pas payé, vous allez voir un huissier pour réaliser le commandement de payer. Non, parce que, comme je vous dis, le commandement de payer, s'il est impayé pendant 2 mois, alors vous avez 2 cas. Soit le bail contient une clause résolutoire, donc c'est une clause selon laquelle... C'est juste une clause sur laquelle il est noté qu'en cas d'impayé pendant plus de 2 mois, donc à l'issue d'un commandement de payer, le contrat sera réputé résilié. D'accord. Point. C'est une clause résolutoire. Ce qui fait que si vous avez votre commandement de payer qui n'est pas suivi d'effet pendant 2 mois, automatiquement, le bail est résilié. C'est-à-dire que le locataire s'en va? Non, le bail est résilié, c'est-à-dire qu'au niveau papier, le contrat est résilié. Vous êtes en droit d'engager une procédure d'expulsion. C'est ça. Voilà. Alors que si vous n'avez pas de clause résolutoire dans le bail, vous avez votre commandement de payer, hop, 2 mois plus tard, vous allez au tribunal pour demander la résiliation du bail. Ah oui. Et la procédure d'expulsion. Alors, normalement, les 2 procédures peuvent être faites en même temps. Mais bon, voilà, il faut quand même... il y a un délai, quoi. Voilà, il y a un délai un petit peu plus long. Le juge peut, dans les 2 cas, accorder un délai de paiement supplémentaire au locataire. Sinon, il prononce l'expulsion et dans ces cas-là, le propriétaire doit adresser par huissier un commandement de quitter les lieux et le locataire dispose à nouveau de 2 mois pour quitter les lieux. Donc c'est pour ça que je dis c'est 6 mois de... Il suffit que vous tombiez dans la trêve hivernale, n'est-ce pas? Et du coup, oui, bien sûr. En plus, la trêve hivernale, donc je le rappelle, c'est du 1er novembre au 31 mars. D'accord. Donc si vous avez votre décision d'expulsion mais que vous êtes dans la trêve hivernale, on ne peut rien faire. Il faut attendre le 31 mars. Vous ne pouvez pas mettre le locataire, voilà. Il faut attendre le 31 mars. Donc ensuite, le propriétaire peut procéder à l'expulsion du locataire par huissier, voire par force de l'ordre si vraiment le locataire est trop réticent. S'il y a abandon de logement, parce que vous avez le cas où le locataire reste dans le logement mais ne paye pas, et vous avez aussi le cas du locataire qui ne paye pas et en plus quitte le logement. Même comme ça, le propriétaire ne peut pas récupérer son bien comme ça. Ça exige... Même s'il est le propriétaire. Même s'il est le propriétaire, il n'a pas le droit de rentrer dans le logement, même s'il pense que son locataire est parti.
et qu'il n'y ait personne, quoi. Dans ces cas-là, le propriétaire, si le propriétaire pense que son locataire est parti, il doit adresser une mise en demeure de justifier que le locataire occupe bien le bien. Non mais c'est horrible. Au niveau procédure, c'est pour ça que je dis au propriétaire de ne pas traîner. Donc une mise en demeure de justifier qu'il occupe bien le bien, donc au locataire par acte d'huissier. Ça peut être fait en même temps que le commandement payé, comme ça vous faites tout d'un coup. Le locataire a 1 mois pour se justifier. Sans réponse, l'huissier peut constater l'abandon. Et même dans ces cas-là, le propriétaire doit aller au tribunal. Ah oui, d'accord. Ah non, mais ça en dégoûte de louer, moi je vous le dis. Ouais, donc, même quand le constat a été réalisé par l'huissier de l'abandon du logement, là, à ce moment-là, l'huissier peut entrer dans le logement, mais accompagné d'un conseiller municipal ou des forces de l'ordre. Ah là, oui, d'accord. Et ensuite, il faut saisir le juge pour prononcer la résiliation du bail. D'accord. Alors, on rassure, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Non. Vous pouvez trouver des arrangements avec votre locataire, mais il vaut mieux ne pas trop laisser de temps, parce que ça prend énormément de temps. Donc, tout le temps que le locataire ne paye pas, ou alors qu'il est absent et que vous ne pouvez pas récupérer votre bien, c'est des loyers qui continuent de courir. C'est des crédits, parce que quelquefois les propriétaires ont encore des crédits. Voilà, donc il faut agir rapidement quand même. Moralité, acheter une tente. Quel choix. Bref, ne louez pas. Ne louez pas. Non, je rappelle juste que vous pouvez contacter directement aussi Leslie à UFCQ Choisir à La Roche-sur-Yon. Le numéro s'affiche sur votre écran. On va terminer tranquillement cette émission sur le Zoo des Sables et puis on va attendre que... je vois Julien est en train de dresser pour goûter ce plat de tagliatelle encorné. Sandrine, est-ce que vous pensez qu'un zoo peut devenir une sorte d'arche de Noé ? De préservation des espèces. Ce serait... Oui, en fait, c'est une arche de Noé. Le zoo est une arche de Noé, puisque à l'heure actuelle, il y a énormément d'environnements qui sont totalement détruits. Mais il ne faut pas que l'on arrive au stade où l'espèce a totalement disparu dans son milieu. Là, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Je reprends l'exemple du lion de l'Atlas de tout à l'heure. Ouais. Il a totalement disparu de son environnement et maintenant, on ne peut plus rien faire. Il y a des projets qui ont vu le jour pour réintroduire cette espèce, mais c'est une chimère. On ne peut pas réintroduire un animal né en captivité dans son milieu naturel. Mais dans le cas du lion de l'Atlas, maintenant l'Atlas, donc marocain et algérien, est très peuplé. Réintroduire une bête comme un fauve comme le lion de l'Atlas, qui est un des plus grands et des plus féroces lions qui existent, c'est une utopie. Vraiment. On ne pourrait plus maintenant le faire. Donc l'idée, maintenant, il y a des réintroductions qui ont été réalisées et je lisais récemment, nous avons au zoo des tamarins lions dorés. Le tamarin lion doré est originaire de la forêt atlantique en Amérique du Sud, qui est une forêt qui a été au-dessus de Sao Paulo, qui a été énormément morcelée. Et on a préservé des environnements et on les a réintroduits. Et maintenant, il y a une très très belle beaucoup de reproduction et l'espèce s'est bien installée maintenant. D'accord. Vous avez eu plusieurs naissances au zoo et notamment dernièrement il y a eu Mamaki, c'est ça, le girafon, et puis un singe araignée. Oui, Thessalia. Thessalia, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un signe de bonne santé pour le zoo quand il y a des naissances à l'intérieur? Alors bien sûr, c'est un signe de bonne santé. Cependant, il faut faire un petit peu attention. Il y a certaines espèces qui sont tellement représentées en parc zoologique que l'on évite la reproduction. D'accord. Donc il faut, pour les attelles, il n'y a aucun problème, il faut reproduire. Les girafes, ça commence à être un problème. Il faut réguler tout ça. Lorsque vous reproduisez énormément, au bout d'un certain temps, où est-ce que vous allez placer vos surtout si vous êtes sur un petit voilà. secteur, quoi. Leslie, je ne sais pas si c'est prêt, Julien, on va pouvoir peut-être commencer à adresser. Mais donc, c'est un signe de bonne santé pour un zoo. Est-ce qu'il y a des zoos où il n'y a pas de naissance? Ça existe ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Il y a certaines espèces qui sont relativement faciles à reproduire, même si les conditions ne sont pas très favorables. Donc, ça doit être rare. Oui, parce que le but quand même d'un zoo, c'est de pouvoir perpétuer une espèce à l'intérieur même de... Est-ce qu'on peut considérer que le zoo, c'est une sorte de boîte de préservation?
C'est un peu réducteur. Du tout. Là, je me place du côté des anti-zoos. Non, une boîte, non, parce que justement, nous privilégions les échanges. C'est ça. Donc, ce n'est pas une boîte, non. Au contraire, c'est totalement ouvert. Et nous faisons énormément de transferts et d'échanges entre parcs zoologiques du monde entier. Merci. Pour pouvoir... Parce que le plus important, c'est la génétique de nos populations captives. D'accord. Parce que c'est un peu compliqué et ce sont des gros mots génétiques. Mais l'idée, c'est de conserver au maximum la variabilité génétique. Pour que les espèces puissent s'implanter le jour où nous voudrons les réintroduire. D'accord. Je vais vous demander, sans aucune transition, de goûter le plat de Julien qui a disparu dans les méandres des coulisses de TV Vendée. Alors, on rappelle ce que c'est, Julien. Tagliatelle d'encorné. Alors, on goûte, il y a une sorte de bouillon, on est d'accord ? Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, ça, c'est le bouillon avec les petits légumes. Bon. Ça sent bon. Oui. Oh là là. Ça sent hyper bon. Alors, ça, c'est bon. Et alors, les petits encornés, j'ai pas ma fourchette. Rien que le bouillon. Est-ce que rien que le bouillon est bon? C'est très très bon. Pas caoutchouteux. Ça va. Non, super bon. C'est très très bon. Très asiatique. Il y a un côté très asiatique. C'est bien parce qu'il y a toutes les petites textures. Moi, j'ai déjà... Sandrine, les encornés. Vous n'êtes pas un curry d'encornés. Franchement, je trouve ça très très bon. Bah écoutez, bravo Julien. Est-ce que c'est à la carte du carreau? Oui. C'est vrai? En ce moment, oui. Ah, donc il faut y aller, hein. Mais voilà. Allez au carreau, c'est à La Roche-sur-Yon. C'est au Hall. Merci Julien, c'est vraiment délicieux, c'est très très bon. Merci beaucoup Sandrine, merci Nadège. Bon courage pour cette saison. Merci Leslie, on se retrouve dans bientôt. 3 semaines. Oui, bientôt, c'est Laure qui sera là à votre place. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et je vous embrasse.